va vous présenter le fruit d'un travail d'à peu près, on a démarré en octobre-novembre 2025, sous l'impulsion de Julien Bichon. Donc le constat, c'était le design API devient une activité cruciale, très encadrée, normalisée, en fonction de la culture d'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est une fonction qui peut revêtir plusieurs attributs avec des priorités différentes. Est-ce qu'il existe des outils, des livres, des sources bibliographiques pour aider un designer API à faire mieux son boulot? Est-ce qu'il existe des livres, etc., des références pour aider les entreprises à onboarder, encadrer, définir le rôle et les attributs d'un designer API? Il en existe plein, mais on n'a rien trouvé de génial qui faisait la synthèse en français et publié par d'exceptionnels groupes de travail du collectif API. Et donc Julien s'est dit, OK, on va le faire. Et donc, on s'est mis au travail. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe des chantiers du collectif. Donc, le collectif, sous l'impulsion de Julien, identifie des chantiers structurants, intéressants pour l'année. Annonce ces chantiers lors d'une plénière du collectif, et puis certaines personnes lèvent la main pour dire moi ce chantier ça m'intéresse, je vais contribuer, etc. Et donc voilà, donc le design API a fait partie de ces chantiers structurants de l'année. Il y en a d'autres. Lorsque vous allez sur le site du collectif, vous les identifiez tous et vous allez pouvoir les repérer. Donc nous on a hérité du chantier design API. Ça nous a occupé sur 8 sessions de travail collectives, un processus ensuite de travail bien sûr en chambre. Je tiens à préciser qu'il y a pas mal d'outils qui sont cités, d'éditeurs, de vendeurs dans ce voilà. Personne nous a acheté, voilà. Personne nous a payé, et donc c'est nous qui avons le choix de les mettre dedans. Une réserve également aussi, une remarque, c'est que le livre est sorti il y a 3 semaines, on pourrait déjà faire une mise à jour. J'ai appris des trucs aujourd'hui en conférence chez Postman, je savais même pas que c'est pas dans le bouquin, voilà, donc c'est déjà updated. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une version téléchargeable et qu'on va pouvoir la faire vivre, quoi. Voilà. Ok, gros groupe de travail. Donc ce qui est passionnant, ce qui est génial, c'est que quand vous avez un groupe de travail qui se réunit comme ça, c'est que il y a des acteurs qui viennent de tous les secteurs de l'industrie, de toutes les maturités, qui cumulent un nombre d'expériences, un nombre d'années d'expérience dans les API phénoménal. Donc c'est un groupe d'experts où chacun peut exprimer vraiment ses idées, ses convictions. Donc c'est assez fabuleux et c'est ça le principe du collectif. Donc je fais un peu de pub, mais pour ceux qui ne sont pas membres, voilà, vous allez retrouver ce type d'apport, d'ambiance et de partage. Voilà. À qui s'adresse le livre? Aux entreprises qui souhaitent mieux s'occuper de leur designer API, mieux définir ce que c'est que cette fonction, me définir quelle est la gouvernance autour des API et du design API. Donc c'est un livre qui peut s'adresser à des managers au sein d'entreprises qui veulent mettre en place les bonnes gouvernances, les bons outils, les bonnes règles, les bons guides de style. Et puis ça s'adresse bien entendu à ceux qui vont pratiquer cette discipline, jeunes, moins jeunes, débutants, et à ceux qui travaillent avec les designers API. Voilà, donc assez ouvert finalement comme cible. Donc en termes de contenu, je vais vous laisser un peu parler, messieurs. Je fais jusqu'au 4 et après je vous laisse prendre la suite. Donc c'est un livre qui fait à peu près 70 pages. On est passé par une redéfinition en fait de ce que c'est que les API, donc histoire d'avoir un champ lexical et sémantique partagé. Redéfinir le rôle et la place du designer API dans l'organisation. Redéfinir également, donner des exemples de fiches de mission, de fiches de poste. Les postures nécessaires, la place dans la chaîne de valeur, les livrables types, bref, un côté un petit peu, je dirais, contractuel du designer API. Il y a une partie qui est très importante qui va être développée pour Aurélien, c'est que le designer devient de plus en plus architecte. C'est plus simplement un rédacteur d'un contrat OpenAPI. C'est
quelqu'un qui doit anticiper qu'une API va contribuer à la partage de données au sein d'une entreprise, donc elle partage des objets métiers, donc il faut avoir une approche non singleton de son API et pas avoir une approche purement, je dirais, de design technique et contractuel, mais avoir une vision d'architecte. Donc ça, je pense que c'est un point important. Je te laisse continuer, François. Donc on va couvrir rapidement également les bonnes pratiques sur les API, les guides de style, je vais en parler un petit peu. Aussi l'outillage, c'est important pour gouverner. Il y a une partie également des référentiels normatifs. Il y a déjà des normes qui existent sur les API. On va parler aussi des outils d'onboarding, des outils, des mesures intéressantes à traquer pour savoir si notre API a du succès, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer. Ce n'est pas simplement le nombre d'API calls. Et puis ensuite, on va étendre sur les pratiques un peu commerciales, dont les marketplaces. Et puis bien sûr, on ne peut parler d'IA, donc pas d'IA sans API. C'est le livre de Julien Bichon. Donc pareil, on va en parler rapidement dans ce livre. En quelques chiffres, donc vous avez l'ensemble des missions du designer API qui sont décrites, les étapes du cycle de vie du design API, des bonnes pratiques structurantes avec des règles et la description très claire des bonnes pratiques. Je parle du versionning, du nommage, de la sécurité, etc. On a donné une douzaine d'exemples de guides de style. Chaque fois, vous avez, dans ce que je vous raconte, vous avez les liens disponibles à la fin du livre. Hein, donc, quelqu'un qui veut tout de suite consulter une des sources peut y accéder immédiatement. C'est vrai aussi pour les outils. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un travail continu de veille technologique et de mise à jour à faire, mais néanmoins, il y a une base d'une vingtaine d'outils qui sont répartis par étape du cycle de design API. Et on a également listé une quinzaine de référentiels normatifs. Et je dois dire que moi-même, j'en ai découvert, c'est assez remarquable. Je connaissais quelques référentiels normatifs, mais il y a des référentiels. J'imagine qu'on en a oublié, mais déjà, pouvoir passer le message et sensibiliser le designer qu'il existe dans sa corporation ou dans l'entreprise dans laquelle il travaille des référentiels normatifs auxquels il va devoir répondre en termes de structure de données et de contrats API, c'est important. Voilà. Donc on a également défini les missions du designer API. Ça prend en compte une fiche de poste. Déjà, si vous recrutez, vous avez une fiche de poste type. Honnêtement, c'est pratique pour l'avoir pratiqué. On va avoir donc la mission du designer API, c'est déjà de découvrir le domaine, de faire son design fonctionnel tout en ayant une approche à la fois technique, parce que le designer API, il a cette double compétence, cette double casquette, qui doit être capable de comprendre le fonctionnel et de le retranscrire en API, et aussi d'avoir cette dimension cliente. Souvent dans nos entreprises, on a la vision du produit, on a la vision fonctionnelle, mais on ne sait pas toujours comment nos clients nous utilisent. Et c'est aussi une dimension qu'il doit intégrer. Il y a une notion de gouvernance, car généralement, aujourd'hui, dans une grande entreprise, on va avoir des silos, c'est normal, c'est la vie. Mais en termes d'API, on va vouloir que cette identité de l'entreprise soit pas représentée sous forme de silo. On va vouloir représenter une seule face, une seule vision de l'entreprise, et non plus donc casser ces silos. Donc on va être obligé, pour le coup, de mettre en place une gouvernance qui va permettre un petit peu d'éroder ces silos et de présenter cette vision de l'API cohérente à travers, et que l'entreprise présente une seule face, vraiment une seule identité à travers ces API.
On a un sujet important sur le design de l'API, c'est l'évolutivité. Donc on sait très bien que les besoins vont évoluer. On sait très bien que conserver une API passée, c'est important parce qu'on va avoir des clients dessus. Et quand on va vouloir la faire évoluer, il faut gérer des problématiques de migration. Et ce que l'on veut, c'est avoir un design assez évolutif qui va nous permettre de ne pas casser les API, d'avoir le moins d'impact possible pour les clients existants, mais aussi d'apporter de la valeur. Donc comment gérer cette ambivalence ? Il y a bien sûr une problématique du designer, c'est d'avoir aussi des notions de sécurité. Alors, parce qu'on va exposer des données, ces données elles sont sensibles, on voit de plus en plus de brèches de sécurité. La majorité des brèches de sécurité passent aujourd'hui par les API. Vous avez sûrement entendu parler de la Denum. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est un hacker de 15 ans qui a cassé l'API. Comment il a fait pour casser l'API ? C'était typiquement un problème OWASP. Les identifiants étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, il n'y avait pas du UID, il n'y avait pas. Voilà. Donc ça va être un concept, la sécurité, qu'il va falloir intégrer à l'intérieur de vos API. Et il va y avoir aussi, bien sûr, un accompagnement global dans l'entreprise pour les API, donc à la fois en termes d'acculturation pour tous les domaines, à la fois techniques, ne pas rentrer trop dans le technique, lui apprendre un petit peu le fonctionnel, et le fonctionnel, lui apprendre également les contraintes techniques. Donc il y a aussi toute une contrainte d'évangélisation de ce nouveau business. Et bien sûr, avec l'IA, c'est encore plus prépondérant parce que de plus en plus de gens vont pouvoir toucher l'infrastructure technologique. On facilite l'accès, donc on facilite l'accès, mais il y a des contraintes techniques et il y a des contraintes fonctionnelles. Donc c'est tout ça les missions d'un designer API, avoir une vision globale de ce monde. Et donc j'ai un petit peu couvert déjà ce slide, qui est donc d'avoir ces notions de négociateur avec le client, ces notions structurantes, pédagogues, pour pouvoir un petit peu vraiment faire le pont entre la partie cliente, la partie donc, de l'entreprise fonctionnelle et la partie technique. Donc d'être capable de faire migrer toutes ces contraintes dans les deux sens. C'est-à-dire des fois il y a des contraintes techniques qu'il faut remonter jusqu'au client. On essaye de les effacer, mais ce n'est pas toujours possible. Donc il faut au moins les faire comprendre, déjà les énumérer et les faire comprendre. Et de la même faire comprendre le besoin client jusqu'à la partie technique. Donc d'amener et de faire dialoguer, de faire ce flow, cette vague et cette balance entre les deux, tout en évitant les conflits. Donc il y a des questions de soft skills à avoir, tout en évitant donc que ce soit les conflits ou les postures qui sont très fermées, vraiment faire adopter et trouver une politique de consensus. Et là, je passe pour la parole. Ouais, sur le sujet sur l'urbanisation. Alors c'est un sujet qu'on a voulu vraiment adresser, qui à la base pouvait se dire bon, le design API c'est pas forcément un sujet d'urbanisation, mais si en fait, parce que finalement le designer API, si il a une vision uniquement de son contrat, de son API ou de ce qu'il va exposer, il va avoir une vision très auto-centrée et très liée à ce qu'il fait. On l'a entendu pendant le kick-off d'intro, un peu l'histoire de systèmes qui devenaient trop gros, des plats de spaghettis, etc., et qui devenaient difficiles à gérer. Et en fait, la notion d'urbanisation, c'est justement un outil qui permet de ne pas finir en plat de spaghettis. Donc dans le livre, on a rajouté un chapitre sur ce sujet. Et ce principe, dans ce chapitre, on a utilisé la métaphore du restaurant, du client qui va venir dans son restaurant, qui voit sa carte. Sa carte, c'est votre API, hein, c'est le Swagger que vous exposez à vos consommateurs. Mais derrière cette carte, il y a une cuisine. Et cette cuisine, c'est pas juste un chef tout seul qui a 5 bras et 12 jambes, mais c'est des secteurs de cuisine qui ont des métiers particuliers. Et en fait,
pour faire un peu l'analogie avec des SI d'entreprise, hein, on est tous, pour beaucoup des assurances, des banques, des grosses entreprises qui ont des passifs, qui ont des systèmes qui sont généralement pas faciles à urbaniser ou dont l'urbanisation n'a pas été optimale pour être apaisée. Et donc, ce qu'on explique dans le livre, c'est justement qu'il faut savoir sectoriser. Alors, j'utilise souvent le domain-driven design hein, comme leitmotiv, hein, qui est il faut poser les domaines. Les domaines, c'est vos secteurs de cuisine. Après, il y a un autre principe, c'est d'essayer de... Quand on dialogue d'un domaine à l'autre, on travaille en API. Quand on expose à l'extérieur, on travaille en API. Et après, on va poser les typologies. Alors, on a proposé des typologies, hein, l'API Product, l'API Product, alors je ne sais plus ce que Custom, je crois que j'ai mis, les API partagées, shared à l'intérieur du SI. Et ça, c'est pour illustrer le fait que quand on va concevoir ces API, et c'est pour ça que le designer, il a un sens là-dedans, il doit les concevoir de façon à être exposé soit à l'intérieur de son SI comme des API partagées, soit à l'extérieur de son SI comme des produits qu'il va proposer à des clients. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans ce chapitre-là. Et bon, le point du centre que je n'ai pas mis, mais qui était concevoir pour la réutilisation, c'est voilà, les shared et les products sont faites pour être réutilisés nativement. Donc voilà, c'est une des clés et des principes directeurs qu'on a rajoutés justement à la feuille de route du designer pour qu'il ait cette vision-là et qu'il soit obligé, entre guillemets, de penser plus large pour qu'après ces API ne soient pas non plus rangées n'importe comment et qu'elles soient bien rangées par une optique produit. J'ai introduit un peu la fin. Cette structuration-là, elle est primordiale pour passer à l'échelle en IA. Si vous n'avez pas fait ça, voilà, vous n'irez pas plus loin. Je te repasse la main. Alors, il y a aussi une problématique, donc il y a du design et il y a une problématique de gouvernance et d'outillage. Là, je cite un chiffre, donc 75% des API en production sont non conformes avec leurs spécifications. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur 650 millions de calls sur 10 000 endpoints par Nordic API à une année à peu près. Donc c'est énorme. Donc ça montre bien un fail total sur la gouvernance. Enfin, c'est pas un fail total, mais c'est un échec de la gouvernance. Pourquoi? Donc c'est une réalité déjà. C'est pas satisfaisant, mais ça reste une réalité. Donc ça montre bien que si déjà, et ça c'était avec de la gouvernance. On peut imaginer le résultat sans. Donc, la clé, c'est donc de dire vraiment une API, c'est une API qui doit être une bonne API, c'est une API qui doit être simple à comprendre. Mais on ne peut pas juste dire une API doit être simple à comprendre sans en définir le cadre. Qu'est-ce que ça veut dire une API simple à comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire une API bien écrite? Bon, bah voilà, là j'ai écrit, elle doit être bien écrite, ok, très bien. Et pour ça, il va falloir que l'entreprise se donne des règles. Donc c'est facile d'avoir des règles, hein. On peut avoir des règles et puis on les pose sur une étagère, puis on les lit jamais. Il va falloir qu'elles soient partagées, qu'elles soient comprises, qu'elles soient adoptées et qu'elles soient un peu enforcées. C'est-à-dire, c'est bien de dire il ne faut pas rouler trop vite, c'est bien de mettre des panneaux sur la route, mais bon, s'il y a un radar, on constate que les voitures roulent moins vite quand même. Donc il va falloir mettre un petit peu en place tout ça, sachant qu'il ne faut pas non plus que le designer API ou la gouvernance API ne soit que le radar, sinon il va y avoir également un problème d'adoption et comment ça s'appelle, de frein dans l'entreprise. C'est pas parce que vous allez mettre un radar que vous allez être que le pôle gouvernance va être bien apprécié de l'entreprise. Donc il va falloir aussi faire tout un système d'accompagnement sur ça. Donc pour mettre en place ça at scale, il va falloir automatiser les processus. Donc il y a plusieurs catégories d'outils. Bah, déjà, déjà tout simplement la documentation. Bah, typiquement, avant c'était de faire des PDF. Honnêtement, c'est pas pratique d'avoir des PDF sur des documentations d'API. Donc il y a bien sûr l'Open API Specification qui va produire des documentations, donc que vous allez pouvoir lire. Bon, il faut qu'elle soit bien rédigée en anglais suivant ou en français suivant, avec le vocabulaire de l'entreprise, etc. Bien documentée, avec des exemples.
ce genre de choses. Comment vérifier ça? On va utiliser des linters. Donc c'est des outils dans lesquels vous allez pouvoir utiliser des règles préfaites, mais également utiliser des règles que vous allez pouvoir définir. Généralement, sur certains linters, il y a également des règles OWASP, donc de sécurité. Vous allez aussi utiliser un outil qui peut être intéressant à mettre en place, c'est des breaking change detection. Donc il y a des outils qui vont vérifier la qualité quand vous changez une version, le degré d'impact que ces changements vont avoir sur votre client. Et donc l'API Drift, c'est un problème d'implémentation et de contract validation. C'est quoi l'API Drift? Vous dites que votre API elle va retourner un nombre 42. Oui, mais en fait, vous ne retournez pas un nombre 42, vous retournez une chaîne de caractères qui contient 42. Et donc là, il va y avoir de la contract validation qui va détecter. Souvent, c'est mis en place pour la partie cliente, c'est-à-dire l'appel est vérifié. Ça, c'est généralement pour des notions de sécurité. Vous allez vérifier, par exemple, que votre string ne fait pas plus de 50 caractères, ce qui va éviter des prompt injections, ce qui va éviter ce genre de choses-là. Mais on vérifie assez rarement, mon constat, c'est qu'on vérifie assez rarement la qualité de ce que l'on retourne. Est-ce que ce que l'on retourne, est-ce que vos équipes de développement ont vraiment respecté le contrat qui était de retourner 12 et pas de retourner une chaîne de caractères qui est écrite 12, ce qui a un impact très important. Donc, je vous cite 3 outils. Alors, l'ordre est assez intéressant. Redocly, c'est l'outil aujourd'hui un peu leader sur le marché sur la notion de documentation. Mais il faut savoir que Redocly a un très bon linter intégré. C'est lui qui a, je trouve, les règles par défaut les plus utiles. Je vous cite Spectral en 3e. Ça peut être étonnant. Mais en fait, il faut savoir que Spectral, aujourd'hui, s'est fait racheter il y a 1 ou 2 ans par SmartBeer. Et aujourd'hui, Spectral ne fournit plus de mise à jour depuis à peu près 2 ans. Refuse globalement les contributions. Il y a des bugs qui sont ouverts, il y a des bugs même qui sont corrigés, mais ils ne sont pas mergés dans la mainstream. Donc alors après, il y a IBM qui a fait un fork de Spectral. Et je vous cite, le nom est un peu étrange, mais pb33f.io, c'est géré par Cobix, dans lequel, alors je fais un peu de pub, je participe à cette partie, à ce soft open source, qui est un très bon logiciel qui va couvrir la totalité du cycle. C'est du linting, il est capable de lire les règles spectrales que vous avez faites. Il a l'outil de breaking change detection, ça c'est vraiment une valeur ajoutée. Il a un outil aussi de contract validation. Et pour certaines entreprises, il vient de sortir là, la validation de schémas JSON Schema. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de linter efficace sur du JSON Schema. Il est compatible JSON Schema, OpenAPI 3.2 qui est sorti l'année dernière. Et puis il est compatible à 5 API et à Razzo qui est Yet Another protocole sur les API qui va définir les workflows, aujourd'hui assez peu utilisé à ma connaissance. Donc, dans un linter, vous allez pouvoir mettre je dirais, des règles partagées liées à l'Open API Specification. Vous allez pouvoir mettre des règles propres aux pratiques que vous voulez voir appliquées dans votre entreprise. Vous allez pouvoir définir des règles permettant également de partager et de juger du niveau de qualité ou du moins du niveau d'atteinte de ces règles des API pour ensuite les communiquer via par exemple un dashboard, des métriques partagées entre services, créer de l'animation autour de ça. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Partager un certain nombre d'indicateurs clés des API qui correspondent à l'atteinte ou pas de règles définies au sein de l'entreprise, qu'on peut effectivement intégrer dans un linter pour automatiser toute cette chaîne et la partager. Donc ça peut être des règles, par exemple, sur la sécurité et le niveau d'atteinte par rapport à des standards, je dirais, attendus au sein de l'entreprise. Ça peut être des règles au niveau de la qualité, de la documentation. Ça peut être des règles au niveau
d'un niveau de préparation pour être consommé par des agents ou contribuer à des MCP. Donc voilà, à vous de définir vos règles. Après, il y a des règles corporatistes, on va dire, ce qu'on appelle des référentiels normatifs, sur lesquels il n'y a pas à transiger. Donc, moi, personnellement, et on en a partagé beaucoup dans ce groupement. J'ai découvert récemment qu'il y en avait encore d'autres, mais dans le bouquin, on liste, on donne des liens vers pas mal de référentiels sur des corporations très très différentes. Donc voilà. Travail également, à mon avis, très intéressant lorsqu'on fait du design. Voilà. Je pense que là-dessus, on va pouvoir conclure tous ensemble. Donc là, actuellement, dans cette journée, évidemment, on ne croise pas une seule personne qui ne nous parle pas d'IA et de la façon dont les API nourrissent ces architectures hybrides. Moi-même, j'ai donné tout à l'heure je suis intervenu pour présenter le nouveau pattern qui était l'IA Gateway. Julien, pour le paraphraser, ne serait-ce de vous dire toute la journée, il n'y a pas d'IA sans API. C'est clair que tout ce qui est contenu dans ce livre de design, finalement, a pour but de proposer un standard minimal, une posture minimale, le suivi de règles minimales, pour qu'un designer, au sein d'une organisation, puisse donner à l'organisation un niveau minimum de préparation des API pour l'IA. Voilà. Donc ça, c'est le premier message qu'on voulait donner. Et si vous envisagez de déployer des agents qui vont consommer via du MCP ou des API en direct sans avoir ce niveau de préparation, vous en subirez les conséquences. Une API mal documentée, c'est une API qui va par exemple, requérir plusieurs requêtes avant d'être identifiées et élues par un MCP, donc consommer du token. Donc à la fin du mois, je ne sais pas si vous étiez tout à l'heure à l'intervention que j'ai faite, mais ce matin, j'ai vu sur LinkedIn, dans le train, ça tombait très bien, il y a le CTO de Uber qui a poussé une gueulante ce matin parce que Uber a dépensé là, au 9 juin, la totalité de son budget IA de l'année. Bagatelle de 3,4 milliards de dollars. Juste. Non mais, voilà, sans dramatiser, ça c'est peut-être et probablement une surconversion de tokens, donc peut-être des MCP qui ne trouvent pas les bons outils, donc peut-être des API qui ne sont pas documentés, qui ne permettent pas dans leur documentation et dans leurs métadonnées de choisir, et donc tout ça entraîne de la surconso. Voilà. Oui, pour vous dire également, ok, designer une API, c'est important. Pour un humain, ça va. Pour un humain, on va essayer de documenter une API, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand votre API elle est mal documentée par l'IA? Aujourd'hui, quand c'est un humain, qu'est-ce que vous avez? Moi, je suis éditeur de logiciel. Le client, il va m'appeler au téléphone, il va me dire qu'est-ce qui se passe au fait par rapport à ça. Si c'est une IA, elle ne va pas prendre son téléphone, elle va juste se planter, mal interpréter la documentation, faire des calls qui vont potentiellement me générer des cas d'exception, des cas à la marge que je n'avais pas prévus. Donc c'est pour ça que les mêmes contraintes qui vont être pour un designer API et qui vont être à destination d'un humain, ils vont être d'autant plus réels pour une IA qui va avoir que cette source d'information pour faire vos appels REST, pour faire ces choses-là. Et de la même façon, si c'est une API, si c'est une IA qui fait des appels chez vous ou qui va générer du code chez vos clients. Aujourd'hui, c'est classique, le pattern c'est classique, c'est je mets le Swagger et puis je dis à Claude de me générer mon client, de me générer une UI dessus. Si l'API est mal faite, si elle n'est pas bien documentée, Claude ne va pas bien comprendre et va générer des UI qui ne vont pas être super. Donc c'est pour ça que le design API est d'autant plus important grâce à l'IA, à cause de l'IA et grâce à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, vous allez aussi augmenter votre documentation API grâce à l'IA pour avoir des meilleures descriptions, pour avoir ce genre de choses-là. Donc vous allez aussi être augmenté, mais il va falloir faire une attention particulière. Donc l'IA, grosso modo, elle est partout dans la chaîne des API. Ouais,
faire un petit mot aussi pour conclure. Je vous ai parlé un peu d'urbanisation. Tout à l'heure, Julien parlait aussi de... j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, c'est il se rappelait on a sorti plein d'API à un moment, il y a eu une course à l'échalote un peu de sortir beaucoup d'API. Personnellement, j'ai l'impression de voir un peu la même chose aujourd'hui avec la MCP. Donc, ce que j'ai raconté sur l'urbanisation des API, je pense qu'il faut appliquer la même règle sur ce qu'on potentiellement va proposer aussi sur l'agentique, parce que si on fait la même course à l'échalote, on va avoir les mêmes déboires et on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Voilà, c'est la conclusion de cette présentation. Le livre, le voilà. Alors, c'est très frustrant, mais on se croirait dans une opération marketing du manque. Mais voilà, alors, les chanceux et les chanceuses qui en ont eu, bravo, c'est épuisé. Donc, je pense que Julien va en rééditer. Mais sinon, vous avez le QR code de téléchargement. Voilà. Et probablement, comme on s'ennuie un petit peu pour l'année prochaine, je pense qu'on va continuer à œuvrer pour une mise à jour, l'enrichir. Si vous avez des idées sur le sujet, des sujets d'enrichissement, des manques que vous avez détectés, ou n'hésitez pas à envoyer un mail au collectif Camille Chailloux, qui nous alimentera en sujet de réflexion, et on rajoutera des chapitres l'année prochaine. Donc merci beaucoup.